Est-ce que le son est bon? Oui, j'entends le retour. Écoutez, bienvenue dans ce nouveau numéro, qui est le numéro 21, si je ne me trompe pas. Et donc aujourd'hui, on va continuer à faire du low-code avec un peu de nouveauté, puisqu'on va introduire de l'IA. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le post LinkedIn qu'on a fait hier, qui parle en fait de la combinaison gagnante, nous on pense, entre le no-code et l'IA. De la même façon, ça fonctionne aussi avec le code et l'IA, c'est pas par opposition. En fait, on pense vraiment que l'IA peut améliorer la productivité en utilisant les outils IA, notamment Zillow. Pas que ça, la dernière fois on a parlé d'étendre des plateformes avec la possibilité de créer, notamment créer des composants. Et on va le voir aujourd'hui puisqu'on va créer des tables ensemble. Puisque c'est une nouveauté de la semaine. En tout cas, on a une conviction, c'est que l'IA est vraiment complémentaire à beaucoup de choses, et notamment le no-code, parce que voilà, sur plein d'aspects, notamment la productivité, l'IA va permettre d'aller encore plus loin et plus vite. Voilà, sans remettre en cause, on pense, les fondements du no-code, dans le sens où notre vocation, c'est de fournir des outils les plus simples d'accès, les plus accessibles au maximum de personnes, avec des profils pas forcément techniques. Donc ça, on conserve cette vision, mais l'IA va permettre d'aller encore plus loin. Donc ça, c'est plutôt une opportunité d'améliorer encore nos plateformes. Et donc, on va le voir aujourd'hui à travers des nouveautés qui ont été annoncées cette semaine, puisqu'on a vraiment frappé fort. Là, vous voyez, alors je ne sais pas si vous êtes familier avec le Slack Zillow. Alors, vous retrouvez un Slack Zillow ici dédié à Zillow, donc vous pouvez évidemment le rejoindre. Évidemment, vous avez aussi le canal Zillow dans la communauté Low-Code France. Alors, je ne vous cache pas que le Slack Zillow est plus actif, parce qu'on y retrouve beaucoup d'utilisateurs Zillow et des experts Zillow qui l'utilisent au quotidien. Il est quand même plus actif, effectivement. Il y a le canal questions où on parle de cas d'usage, de problèmes, de solutions diverses et variées. On a le canal partagez vos réalisations où les utilisateurs exposent ce qu'ils ont été capables de faire avec Zillow. Là, notamment Emmanuel qui a partagé un composant boutique dont il a besoin depuis très longtemps. Et en fait, il a pu le créer grâce à la génération de composants dans Zillow avec l'IA. Donc, en fait, il a posté son prompt. Vous voyez, il a fallu détailler un maximum de choses, un maximum de fonctionnalités sur l'aspect possibilité du composant, la façon d'afficher les données, mais aussi sur l'aspect visuel, parce qu'on doit aussi énumérer les styles qu'on souhaite proposer dans l'outil. C'est-à-dire qu'ici, quand on sélectionne le composant, vous avez la liste des propriétés, et vous avez aussi une liste de styles qui permettent en fait de le personnaliser. Voilà, donc je vous invite vraiment à rejoindre ce canal, ce Slack Zillow. Alors, comment on fait pour le rejoindre? C'est super simple. Vous vous rendez dans Zillow, on se connecte, on va se connecter avec le compte Stream pour aujourd'hui. Et en fait, vous avez un lien ici qui vous donne accès directement au Slack de Zillow. Je vous rappelle aussi que toutes les vidéos Zstream sont disponibles sur YouTube, sur la chaîne Zillow, Zillow Studio. Vous voyez, il y en a une vingtaine qui couvrent à peu près, pas tous les sujets, mais presque tous les sujets que Zillow propose aujourd'hui. Il y a un certain nombre de sujets qui n'ont pas été encore adressés et on va le faire dans les semaines suivantes. Je pense notamment à Airtable, à TimeTonic, qui n'ont pas été adressés, mais il y a d'autres petits sujets, alors je ne me souviens plus, je les ai notés. Il y a quelques sujets qui n'ont pas été encore couverts par ces petites sessions de no-code. Eh bien, je regarde le chat qui se trouve à ma droite. C'est pas pratique. Je peux le mettre ici. Et Jérôme nous dit bonjour. Bonjour à toi, Jérôme. Bienvenue.
Voilà, on va quitter cela. Donc, on revient ici sur Zilio et on va revenir sur les nouveautés de la semaine, puisque vous savez que Zilio, chez Zilio, on est très très actif. On ne sort pas des fonctionnalités une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. On sort des fonctionnalités toutes les semaines et souvent même plusieurs fois par semaine. Et donc, alors c'était quand le 1er avril, donc c'était mercredi. C'était pas un poisson d'avril pour le coup. On a sorti une grande mise à jour sur l'éditeur de données. Donc je vais vous le montrer. Et en fait, pas mal de choses ont été améliorées dans cet éditeur. Donc on va aller dans Zilio, on va aller dans notre application habituelle, gestion de stock. Voilà. Alors pour les nouveaux et les nouvelles, c'est une application que nous avons créée ensemble pendant ces e-streams. Et donc, si vous voulez voir les débuts de la construction de cette application, on a, il me semble, hein, on a créé cet écran, et puis, je ne sais plus si on a créé le filtre. On a créé voilà, un ensemble d'écrans qui permettait de gérer en fait le stock d'un certain nombre de produits maraîchers. Voilà. Ça a été adressé pendant le premier stream, et je crois que pendant le deuxième, on a ajouté la notion de producteur, et puis on le voit ici, la navigation. Il me semble que c'était les principaux sujets des 2 premiers streams. Voilà. Alors si on se rend dans l'onglet données, voilà, il y a pas mal de choses qui ont changé, puisque déjà l'aspect global de l'éditeur ici a changé. Donc on se retrouve sur une grille ici où les éléments qui sont disposés sur la grille vont se positionner ici alignés sur cette grille. Ce n'était pas le cas avant. Alors on pouvait déplacer les tables au pixel près, ce n'était pas très utile au final. Là, voilà, c'est quand même beaucoup plus simple d'aligner les éléments les uns avec les autres. Voilà, c'est un peu plus standard, un peu plus simple d'accès. Vous voyez, il y a un petit effet là quand on déplace les tables. L'autre aspect, c'est la possibilité de redimensionner les tables. Donc ça peut arriver si vous importez des tables de Airtable, de TimeTonic ou autres, ou si vous avez des noms de colonnes à rallonge, ça peut arriver. Hein. Si vous avez des colonnes qui sont très similaires, mais avec des détails supplémentaires, souvent on peut se retrouver avec des noms de colonnes à rallonge. Celui-là, on a une application avec une liste de recettes. Et en fait, on a tous les nutriments de cette recette, et voilà, ça prend en fait beaucoup de place. Donc effectivement, dans ce cas-là, ça a été utile, mais on nous l'a beaucoup demandé. Hein. Donc voilà, on a une taille de table qui peut être ajustée par table. Voilà, c'est sauvegardé, hein, donc si on revient, c'est disponible dans votre application. L'autre aspect qui a été amélioré, c'est la possibilité de sélectionner une table. On ne pouvait pas précédemment sélectionner une table parce qu'en fait tous les menus étaient concentrés dans cette barre, voilà, qui concentrait beaucoup de choses. Et en fait on a un peu espacé l'interface, donc grâce à notre infographiste qui a toujours des bonnes idées, on a espacé un peu tout ça, on a aéré un peu tout ça, et puis on l'a rendu un peu plus standard. Vous voyez ici, quand je dis standard, c'est un peu plus cohérent avec le reste de l'outil. Parce qu'en fait, si on sélectionne une table, vous voyez ici, on a des panneaux qui viennent s'afficher à droite. De la même façon que si on se rend dans l'éditeur d'écran, je sélectionne un composant ou un écran, vous voyez ici, j'ai des panneaux qui viennent s'afficher. Donc, en fonction du contexte, on a des panneaux différents qui viennent s'activer. Alors, qu'est-ce qu'on a Ok, non, c'est juste le bot de Code France. Donc, dans Données, effectivement, maintenant, quand on sélectionne une table, on a un accès direct aux propriétés de la table à travers ces panneaux. Notez aussi que les panneaux sont redimensionnables. Voilà, c'est le cas depuis un certain temps, ce n'est pas une nouveauté. D'ailleurs, si on se rend ici, thème par exemple, c'est redimensionnable. Ici également.
Voilà, je ne sais pas si tout le monde le sait, hein. Ça a été annoncé le jour où on l'a fait, mais on l'a pas forcément répété. Donc ça peut être utile si vous avez des propriétés à rallonge, notamment si vous créez vous-même vos composants. Hein, grâce à l'IA, maintenant, on peut créer des composants. Si on a le temps, on va l'expérimenter aujourd'hui. On va essayer de créer des composants en combinaison avec la création de tables. Puisque c'est l'une des nouveautés dans cet onglet donné, la possibilité de créer des tables. Alors, si on continue ici l'exploration de de cette nouvelle expérience au niveau des données, on a un accès direct aux propriétés. On nous avait demandé la possibilité de copier-coller l'identifiant d'une table. Voilà, donc maintenant c'est possible. Ça a été demandé suite au précédent stream. Pour ceux ou celles qui l'ont vu, le précédent stream consistait en fait à exposer nos tables grâce aux API Zilio à des systèmes extérieurs. On pouvait même aller plus loin puisqu'on a pu exposer une table d'une application Zilio à une autre table, à une autre application Zilio, pardon, ce qui permet au final de partager des tables à travers des applications Zilio. Donc ça avait été demandé depuis très très longtemps, de pouvoir créer une application pour tel profil d'utilisateur et une autre application pour un autre profil d'utilisateur qui en fait partagerait ou accéderait aux mêmes tables que la première application. Écoutez, voilà. On a ici notre propriété. Donc, on sait que c'est une table interne. Ça pourrait être une table Airtable ou TimeTonic ou Google Sheet. On peut renommer depuis ici. On ne peut plus renommer depuis ici. On avait un menu renommé. Ceci dit, on peut toujours renommer directement ici, depuis la barre de titre. De la même façon, on peut renommer les colonnes directement ici. Voilà, quelques statistiques et également, alors ça c'est nouveau aussi, la possibilité d'indiquer si cette table sera considérée lors du processus de synchronisation en ligne. Vous savez, Zilio propose une fonctionnalité hors ligne. Vous voyez, si on va ici, dans les paramètres, on a la possibilité ici d'activer un mode offline. Et donc, ça permet en fait d'aller synchroniser nos données pour les rendre disponibles lorsque l'application n'a plus de connexion, donc en offline. J'aurais dû rester ici. Et du coup, ici, on peut indiquer que cette table n'a pas besoin d'être synchronisée en hors ligne, puisque je sais pas, la fonctionnalité peut ne pas être proposée. Je sais que pour une application industrielle, on avait besoin de ce paramètre pour exclure une table qui contenait des tutoriels, des grosses vidéos. Et en fait, on ne voulait pas les rendre disponibles en ligne parce que ça faisait beaucoup trop de données à télécharger dans ce cas-là. Alors, on avait quand même laissé des images et des petites vidéos. En revanche, les grandes vidéos de plus de 10 minutes, on ne les avait pas rendues disponibles hors ligne. Voilà. Donc ça vous permet de le désactiver. Voilà. Sachez que activer ou désactiver ne vous sert à rien si vous n'avez pas activé le mode hors ligne, évidemment. On pourrait mettre un petit message ici, ou on pourrait même le griser en fait. Hein, si le mode hors ligne n'est pas activé, ce sera peut-être mieux d'ailleurs de le désactiver. Je vais essayer de me souvenir. Et on a des idées en temps réel. OK. L'autre aspect, c'est l'aspect permission, qui n'est pas nouveau, qui a été rendu disponible en cliquant sur cette icône. Voilà, maintenant c'est un onglet, c'est une information qui est maintenant séparée dans cet onglet permission. On y trouve les mêmes fonctionnalités qu'auparavant. Et puis une nouveauté, on y trouve également des notes, ici. Donc quelques notes pendant les streams. Publié. Et donc maintenant, on a la possibilité d'indiquer des notes au niveau des tables. Voilà, donc ça aussi, ça avait été demandé et ça vient en plus
de la possibilité d'avoir des notes au niveau composant. Vous voyez ici. Des notes au niveau écran. Et également des notes au niveau... Alors, je cherche un bouton qui contient des actions. Celui-ci. Ouais, voilà. Et des notes au niveau action. Voilà, donc on va continuer à enrichir l'outil avec cette notion de notes à divers endroits. Et donc là, on a la possibilité ici d'avoir une ou plusieurs notes au niveau des tables avec le nom d'utilisateur, date, heure, et également la possibilité de la supprimer après coup. Notez aussi, ça avait été demandé pendant le Z-Atelier, la possibilité ici d'indiquer le nombre de notes associées à cette table ou ce composant. Voilà, ça permet de savoir avant de cliquer si des notes sont présentes. Voilà, donc ici, il n'y en a pas. Ici, on en a une. OK. Et la dernière, l'autre fonctionnalité, c'était les flèches ici ont été complètement revues. Voilà, elles sont un peu plus modernes, un peu plus précises. Et puis, elles se sélectionnent lorsque vous sélectionnez la table. Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté. Pas très importante, en tout cas confortable au quotidien. Et la dernière fonctionnalité qui a été ajoutée, c'est la possibilité de générer des tables. Donc ça va être le sujet de ce stream, générer des tables. Donc on va commencer ensemble, on va sortir et créer une autre app de test. On va tester les tables IA ensemble. Alors j'ai pris quelques notes, j'ai pas vraiment, c'est pas vraiment précis. Donc on va surtout aller dans données. Et puis on va jouer un peu avec cette nouvelle fonctionnalité ici, générer. Et donc générer, en fait, c'est un panneau qu'on retrouve dans Composant également. Et donc on va essayer de le généraliser dans l'outil. La vision, comme je l'ai un peu dit au début, ça va être de rendre l'outil plus productif. Je dirais aussi pas forcément créatif, mais plus extensible. Parce qu'en fait, quand on crée des composants, on étend l'outil avec d'autres possibilités, mais aussi plus productif, hein, évidemment. OK, donc je vais drag-dropper la table produit. Donc, table produit, c'est une table d'exemple hein, qui vous est donnée. Elle peut être prise comme point de départ. Vous pouvez la modifier, évidemment, hein, vous pouvez tout modifier. Vous pouvez aussi partir de zéro. Mais dans mon cas, je vais utiliser les prompts d'exemple ici. Donc, créer une table client avec nom, email, téléphone et statut. OK, allez, c'est parti. On génère. On attend un petit peu. Alors, c'est un peu plus rapide qu'un composant. Voilà, donc la table a été générée. Notez que les tables se créent tout le temps à droite. On va améliorer l'algorithme, hein, parce qu'en fait, les tables sont créées à droite alors qu'il y avait de l'espace à gauche, vous voyez. Systématiquement à droite de toutes les tables. Donc, on va améliorer cela. Hein. Notez que les nouvelles tables arriveront à droite. OK, donc on a notre table. Vous voyez, on a une table assez propre, hein, nom, email, téléphone, statut. Notez que les types ont été assignés directement. La colonne email est directement ou a été automatiquement définie par l'IA en tant qu'email. Téléphone également. Vous voyez là, l'IA a joué son rôle ici. L'IA également, parce qu'on lui a demandé une colonne statut, l'IA a également créé une colonne de type option. Option unique, qui signifie que la colonne ne peut prendre qu'une de ces valeurs, par opposition à option multiple, où la colonne peut prendre plusieurs valeurs à la fois. Et donc là, c'est assez cohérent. Hein. Donc on a actif, inactif, prospect, ancien. Bon. Là, c'est un peu aléatoire. Moi, j'ai souvent eu actif, inactif et inconnu, quelque chose comme ça. Là, c'est la première fois que je vois prospect, ancien. Ceci dit, l'humain est toujours là pour corriger. Donc là, je pourrais supprimer ancien et prospect. Voilà, je pourrais même en ajouter. Hein. Voilà. Et puis,
L'autre avantage, c'est qu'on a pu demander à l'IA de générer des données. Donc, par défaut, on lui demande de générer 5 lignes, hein, quelle que soit la table qui a été générée. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa? Voilà, je ne sais pas combien on est dans le stream. Okay. N'hésitez pas à poser des questions. Okay. Et donc, la prochaine table que je souhaiterais créer, c'est celle-ci. On crée une table commande. Et donc là, on va essayer de jouer avec les relations liées à une table produit, donc celle-ci, avec nom de produit, montant et date. Alors, je ne sais pas si c'est suffisamment précis. On va essayer. Allez. Je pense que je n'ai pas été assez précis, hein, parce qu'en fait, l'IA va essayer de deviner sur quelle colonne on va vouloir faire une relation. En plus, on parle de lier, donc ce n'est pas forcément une relation. Donc, on va voir comment c'est débrouillé. Ici, si je la mets comme ça. Voilà, commande. Donc, on a une référence, un produit, avec la liaison produit. Et la colonne semble valide. Donc, vous voyez, là, l'IA, c'est bien débrouillé, en fait. Hein. Le prompt n'était pas si riche. Créer une table commande liée à une table produit, donc elle a compris que la liaison était une relation. Nom de produit, montant et date. Écoutez, c'est pas mal. Et donc ici, on a aussi des données test. Et ce qui est bien, c'est que l'IA a su faire une relation avec des données qui existent. Elle n'a pas cherché à inventer. Vous voyez, le nom de produit qui est ici vient de la table produit. C'est plutôt pas mal. Bon, Jérôme nous dit, pas mal, ça fait gagner du temps au début, et avoir un peu de data, c'est pas mal aussi dans l'éditeur pour visualiser. Ouais, c'est excellent. Hein. Et ça rejoint l'idée des tables prédéfinies qu'on met directement dans le produit, puisque ça permet d'aller vite. Vous voyez, vous prenez une table utilisateur, vous avez des utilisateurs, une table produit, une table message, avec des messages qui sont déjà pré-renseignés. Ça permet d'aller vite, de se projeter, de prototyper assez rapidement. Donc en fait, l'IA remplit aussi cet objectif. Hein. C'est pour ça que l'IA est vraiment, elle va contribuer à notre vision, puisqu'elle permet, un peu comme les tables prédéfinies, d'aller au-delà plus rapidement. Donc, vous voyez, les montants sont cohérents. On a un montant de type numérique. Ici cohérent, on a des dates cohérentes, etc. Donc ça, c'est pas mal. Et si, alors qu'est-ce que j'avais noté? C'est tout pour ce cas. Écoutez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans l'outil. Il y a peut-être des nouvelles qui vont suivre ce stream. Donc en fait, quand on crée des données ici, ou quand on les importe, hein, parce qu'on peut les importer soit en CSV, soit en accès avec un système tiers. C'est à partir de là qu'on va pouvoir créer des écrans. Et donc ici, je vais utiliser un composant grille habituel et je vais afficher mes produits. Voilà, donc la table produit était une table prédéfinie, hein, mais je vais maintenant utiliser la table liste, commande. Voilà. Et donc ici, on a affaire à une table qui a été créée par l'IA. Et en fait, elle répond aux standards IDIO. Et de fait, par conséquence, tous les composants IDIO peuvent utiliser cette nouvelle table qui a été générée par l'IA. Et donc ici, on peut lui demander d'afficher en titre peut-être... alors ici, on a la référence de la commande, ouais, pourquoi pas. En sous-titre, le nom du produit, bah, ça a un sens. On va peut-être mettre... est-ce qu'on a un montant? Ah oui, on a le montant ici. Donc ça peut être sympa de le mettre. Alors en fait, c'est une commande limitée à un produit. Hein. C'est pas très réaliste, mais c'est à titre d'exemple.
Et là, on va rajouter le prix. C'est aussi pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, je bascule en mode formule. Et on va sélectionner la colonne montant. Voilà. Et puis en format, on va lui indiquer que c'est un nombre. Mieux que ça, on va aller sur devise, comme ça la devise s'affiche. 2 €, voilà. Je vais zoomer. Voilà. Et ici, on peut afficher également l'image. Alors en fait, une commande n'a pas d'image. Je vais vous montrer. Ici, la table commande n'a pas d'image. En revanche, elle est liée avec une relation 1 à 1. Je vous remontre. Donc relation vers une seule ligne, par opposition à plusieurs lignes. Donc elle est liée avec un seul produit. Une ligne de commande correspond à une commande d'un produit. Et donc du coup, si on se rend ici dans les propriétés, on retrouve aussi la relation au produit. Donc, une commande est liée à un seul produit. Ici, on retrouve les caractéristiques du produit. Donc je peux sélectionner l'image du produit. Voilà. Passer sur un autre thème, celui-ci. Voilà, on peut évidemment afficher le détail d'une table qui a été générée par l'IA. Tout ça, ça ne change pas, donc je peux dézoomer. Voilà, et on va créer une transition entre nos écrans. Voilà. Donc, vous voyez, la création d'une table est parfaitement, respecte complètement les contrats Zilio, le standard Zilio. Donc, du coup, cette table, elle est complètement utilisable avec tous les composants qu'on a pu voir dans tous les streams précédents. Tout reste valide. Et d'ailleurs, on aurait pu aussi modifier cette table. On peut la renommer, on peut ajouter des colonnes et on peut ajouter des relations. C'est ce qu'on disait en fait, la combinaison de l'IA et du no-code est extrêmement puissant parce qu'en fait, même si l'IA nous fait une première proposition, même si elle convient à 100%, vous n'êtes pas à l'abri que quelques jours après ou quelques mois après, vous ayez besoin d'étendre ce que l'IA vous a créé pour répondre à d'autres besoins fonctionnels. Voilà. Donc, si par exemple ici on avait besoin d'ajouter une colonne fournisseur, par exemple, voilà, on peut tout à fait le faire et on peut tout à fait le gérer comme une table traditionnelle Zilio. Voilà, il n'y a pas de différence en fait. Une fois que la table est générée, ça devient complètement une table Zilio. Voilà, donc c'était le premier cas que je voulais vous montrer. Voilà, tout ça en bas. Là. Tout ça ici. Voilà, et on va passer à un deuxième cas d'usage qui m'a été proposé par l'IA. J'ai demandé hier à ChatGPT, est-ce que tu as des exemples que je pourrais utiliser lors d'une démo de création de table. Alors, je vais boire un coup. Excusez-moi. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, si vous regardez en replay, n'hésitez pas à poser des questions dans le replay. Je vais baisser un peu le chauffage. Voilà. Pata Zilio, c'est encore meilleur. Ok. Alors, deuxième cas d'usage que j'ai pensé, c'est la mise à disposition dans une app d'animaux à adopter. Et donc, je ne sais plus si on part des centres des animaux. Donc on va saisir un compte ici, créer une table. Alors, créer comme ça. On peut faire des fautes, c'est pas un souci. Créer une table animaux à adopter avec les colonnes. Alors, il faut essayer d'être assez précis si on veut un bon résultat du premier coup. Animaux avec les colonnes nom, âge. J'ai pas noté, non, j'ai pas noté.
Qu'est-ce qu'on peut imaginer sur les animaux? Race, centre d'adoption. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? Caractère. Allez, j'invente, hein. Caractère, couleur. Je me souviens des couleurs. Voilà. Voilà. Et puis d'autres colonnes qui deviennent à l'esprit, hein, comme s'il y avait un esprit. Allez, on va tester, hein, on recommencera si ça ne me convient pas. Voilà. Vous voyez, la table s'affiche, ensuite les données sont renseignées. Voilà. Donc on a nom, âge, race, centre d'adoption, caractère, couleur, sexe. Effectivement, elle nous a ajouté le sexe. Elle nous a ajouté stérilisé, date d'arrivée, santé, poids et photo. Voilà, donc plutôt bien débrouillé, hein. Allons voir les données d'exemple. Luna, 2 ans, c'est bien numérique. Centre d'adoption, caractère, affectueux, joueuse. Bon, c'est excellent, hein. Et donc, parmi les possibilités, on a affectueux, timide, énergique, calme, indépendant, protecteur. C'est marrant, là, vous avez vu, affectueuse n'est pas dans la liste. Ouais, c'est marrant, ça. On va peut-être renforcer de notre côté le prompt système pour vraiment forcer l'IA à prendre des valeurs parmi celles qui sont proposées. Parce qu'effectivement, ici, on était plutôt masculin. Et du coup, voilà, donc là, ça matche mieux, hein, quand c'est effectivement un chat mâle. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Stérilisé, qui est un, vous voyez, un booléen. C'est vraiment pas mal, hein. Pour la génération de photos, on a proposé dans le système Zilio, plutôt que d'exclure complètement les photos du système de génération. Et d'ailleurs, j'ai été voir d'autres outils comme Glide et Airtable. À ma connaissance, hein, sauf erreur de ma part, mais j'ai vérifié, ces outils-là ne génèrent pas de photos. C'est complètement exclu. Il n'y a pas de colonne photo qui soit générée. Et nous, en fait, on est parti du principe que ce serait pas mal quand même d'illustrer avec des photos, même si les photos ne sont pas vraiment pertinentes, au moins avoir un sorte de placeholder, hein, qu'on voit qu'il y a une intention de mettre une photo. Et donc, on est parti sur des formes géométriques. Donc, en fait, on a indiqué au moteur d'IA, si jamais tu as besoin d'une photo, puise parmi un jeu de formes géométriques qu'on a mis à disposition. Voilà. L'idée, évidemment, c'est que la photo puisse pas vraiment correspondre, mais puisse illustrer tout et n'importe quoi. Ok, allons-y. On va supprimer les 2 écrans et on va afficher ici. Comment on pourrait les afficher? Mosaïque. Alors, le problème, c'est que les photos sont pas vraiment réalistes. Donc, c'est pas très intéressant comme ça. Pardon, c'est pas là. À partir du moment où la photo est pas très. Ceci dit, pour une maquette, ça suffit, hein. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait galerie, animaux. Ouais, c'est pas très parlant comme ça, hein. C'est un peu les limites de la génération de photos. Ouais, ça fonctionne mieux comme ça. Voilà, donc on a notre liste d'animaux. On a choisi ici nom, race, en adoption, caractère. On pourrait rajouter via une formule. Je vous le montre, hein. On bascule en mode formule. Ici, on rajoute une zone dans laquelle on met la colonne. Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis la race.
peut-être l'âge c'est plutôt important. 2 qui est un numérique, donc c'est normal. Et ensuite, on va indiquer que c'est un nombre, et dans l'unité, on va mettre 2. On va retirer les virgules. Tac, voilà. On pourrait mettre S entre parenthèses, on pourrait même mettre une condition, hein, pour ne pas afficher le S pour un an. Bon, c'est des détails. Ok, donc on a notre liste d'animaux, tout va bien. Donc là, on a une bonne table, une bonne proposition là, du premier coup. Ensuite, ce que je voulais faire, c'est afficher la liste des centres d'adoption. Donc on va créer une table. Créer une table. Centre d'adoption avec les colonnes nom, position GPS, adresse, gérant, voilà, information de contact, créer une colonne en relation avec la table animaux sur le nom du centre. Okay, là, je suis hyper précis, hein. Normalement, ça devrait bien se passer. Allez, c'est parti. Bon, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça a un sens? Ok. Ok, donc là on a centre animaux, effectivement. Là, c'est plutôt sympa là, hein. On a les animaux liés à ce centre. Et les noms des centres ont été repris depuis la table centre d'adoption, position GPS, adresse, gérant, information de contact. Ah, c'est marrant, vous voyez. Dans mon intention, je voulais suggérer d'ajouter des informations diverses et variées. Je sais pas, le téléphone, l'adresse, l'email, le compte Facebook, je ne sais quoi. Donc j'imaginais que l'IA allait m'ajouter des colonnes de contact. Et en fait, non. Elle a créé, elle a fait un truc bizarre. Elle a créé l'email, virgule, le téléphone. Voilà, donc ça mériterait de lui reposer la question ou d'être plus précis. Donc là, elle a interprété comme information de contact avec information avec un S, donc une liste d'informations de contact. Ce qui n'est pas faux, hein, mais ce n'était pas mon intention. Vous voyez, c'est intéressant. Donc il faut être encore plus précis peut-être dans sa formulation. C'est pas mal, hein. Donc allez, on revient sur l'écran et on va afficher maintenant nos centres sous forme de liste. Voilà. Le centre, les amis des animaux, c'est très bien. Refuge de la vallée. Vraiment sympa, hein. Vraiment pour maqueter, créer une application, de se rendre compte un peu de l'expérience utilisateur avec un jeu de données qui est préparé en quelques secondes, c'est vraiment très confortable. C'est vrai que ça prend du temps, hein, de créer des données. Souvent, on fait rapidement, on crée qu'une ligne, des choses comme ça. Et en fait, ça agrémente vraiment une application lorsque les données sont vraiment réalistes. Et donc, pour montrer son prototype ou démontrer un concept, c'est vraiment pas mal. Au-delà du gain de productivité. Vous avez ici des données de démonstration qui sont d'un très très bon niveau, sont bien meilleurs que ceux qu'on pourrait préparer nous, hein, ou en tout cas il faudrait y mettre beaucoup de temps pour arriver au même niveau. Et en général on ne le fait pas, hein, parce qu'on n'a pas trop le temps et on trouve que c'est pas très utile. Et en tout cas le retour sur investissement n'est pas très important, mais là vous voyez en quelques secondes, gratuitement on va dire, on a déjà des données qui ont déjà un sens.
Donc Jérôme nous dit, tu gagnes encore plus de temps. En plus, tu peux contextualiser par rapport au client assez facilement. Ouais, carrément. Et donc là, plus tard, on va améliorer cette fonctionnalité parce qu'on va vouloir créer tout un modèle en un coup. On n'en est pas loin en fait, hein. Ici, on pourrait demander de créer un ensemble de tables pour une gestion CRM de mes clients. Et là, effectivement, Jérôme, on peut contextualiser, on peut être beaucoup plus précis par rapport au secteur d'activité qu'on cible. Ça, on va le faire bientôt parce que c'est assez rapide à faire, on n'en est pas très loin. Alors, est-ce que c'est l'occasion d'utiliser le composant carte? C'est un composant qu'on n'a pas, il me semble, hein, qu'on n'a pas démontré jusqu'à maintenant. Si on prend les centres, on a la position GPS, l'adresse. L'adresse fonctionne aussi, hein. Voilà, refuge des animaux, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Qu'est-ce qu'on a d'autre sous l'adresse? Gérant, information de contact. Non, ça c'est pas très intéressant. Ouais, pourquoi pas. L'adresse. Et donc si on regarde ce que ça donne ici, on va indiquer que cet écran est l'écran de démarrage. Voilà. Donc on a nos centres ici. Et donc, on va avoir la possibilité d'afficher les animaux dans une liste donnée. Donc ici, hein, puisqu'on a fait une relation multiple, on va pouvoir sélectionner cette relation multiple, définir une transition ici, voilà, et on va tester tout ça. Voilà, donc on peut naviguer sur la carte, sélectionner, on clique et on a les animaux qui correspondent. Voilà, donc ici il n'y en a pas. Voilà les animaux. On aurait pu mettre aussi, ici on peut mettre le titre. C'est en tête 1 le nom. On va renommer centre. Animaux. Voilà, puis on peut se créer une petite pop-up de détail à partir des animaux. Voilà. Ah, ça aurait été vraiment top d'avoir des vraies images d'animaux. Mais là, en termes de tarification IA, c'est beaucoup plus coûteux et c'est également très très long à générer, hein. Voilà, donc en termes de transition, voilà, donc je vous rappelle, hein, comment fonctionne Zilio. On a un premier écran avec une carte qui permet de sélectionner un centre. Je crée une transition entre ce composant et un deuxième écran qui affiche les animaux de ce centre sous forme de liste. Si on sélectionne un animal dans cette liste, on va ici transitionner vers une pop-up. Une pop-up se reconnaît parce qu'il y a la petite poignée là en haut. Donc on sélectionne notre centre, Luna, et on a le détail ici dans la pop-up. Vous voyez, c'est vraiment un boost important, hein. Après, Jérôme nous dit, après, ça vaut le coup de travailler son schéma avec une IA avant, de son côté, et envoyer le prompt à l'IA générer pour qu'il crée l'ensemble des tables dans Zilio. Ouais, de toute façon, il faut toujours une part de conception, hein. Il faut savoir où est-ce qu'on va. Il faut vraiment réfléchir en amont comment structurer. Donc, on peut demander à l'IA son opinion, d'ailleurs, hein, sur comment le créer, en dehors de Zilio ou dans Zilio, d'ailleurs, hein. Vous pouvez supprimer toutes les tables et recommencer.
Ouais. Sachant que l'IA est assez créative, vous avez vu, tout à l'heure, on nous a rajouté des colonnes qu'on n'avait pas imaginées. Ça évite de revenir sur nos tables et de rajouter des colonnes qui semblaient évidentes, et pourtant on n'y a pas pensé sur le coup. Ok, alors qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ça, alors je voulais vous montrer aussi, où est-ce que je peux le voir ça? Je n'ai pas fait d'écran ici. Je voulais vous montrer un petit cas d'usage qui m'a été demandé cette semaine. Donc je vais le faire autrement. On va supprimer la pop-up et on va faire un écran de détail. Animaux. On va relier tout ça. Voilà. Parce qu'on va poser la question, comment peut-on faire depuis un écran pour sélectionner ici un animal, enfin disons une entrée, l'entrée suivante dans la table, sans quitter cet écran. Parce qu'on peut le faire évidemment, on revient, on arrive sur le diagramme, sans quitter cet écran. Et donc, je vais vous montrer comment on peut faire. Il va falloir un peu de place. Alors, je vais faire, on va ajouter le composant barre de bouton. Voilà, et on va le mettre ici. Alors ça, on ne voit pas toute la forme. Ouais, voilà. Okay. On va désactiver le troisième. Ici, on va écrire précédent. Suivant. OK. Et donc, dans la première action qui correspond à précédent, on va demander à Zilio de sélectionner la ligne précédente. S'il y en a une, hein, évidemment, si c'est la première ligne qui est déjà sélectionnée, on restera sur la première ligne. Donc, on va utiliser une action qu'on n'a pas utilisée jusqu'à maintenant, c'est définir une sélection. Donc, en fait, l'idée, c'est... Alors, j'ai raté. L'idée, en fait, c'est de demander à Zilio de sélectionner une ligne via une action, plutôt que de le faire manuellement via une liste. Donc là, c'est ce qu'on veut. On veut éviter de revenir sur la liste pour sélectionner un animal différent. Donc pour cela, c'est dans Animaux, ici, je vais indiquer que ma sélection, elle correspond à la liste des animaux. Donc en fait, ça va changer la sélection dans la liste. On est dans la table des animaux, et ici, on est sur précédent. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et pour le suivant, plutôt que de recommencer, je vais copier cette action et je vais la coller ici. Voilà, parce que c'est presque ce dont on a besoin. Et donc, au lieu de précédent, nous voulons suivant. Voilà. Allez, je vous montre à quoi ça ressemble. On est sur Luna. On est sur Luna. Je fais suivant. On a basculé sur Milo. Voilà. Donc ça, c'est assez méconnu. On a parfois l'impression que ce n'est pas possible dans Zilio, mais ça l'est. OK. Alors, le dernier cas d'usage que j'avais noté, c'est la possibilité. Alors, j'étais sur les tâches. Voilà. Alors, créer une table tâche avec les colonnes nom, date, heure, image, terminé. Ok, je crois que c'est ça. Ok. Voilà, donc ça c'est pas mal. La table générée. On a des noms, on a l'image terminée. Écoutez, parfait. C'est quand même plus déterministe. On sent bien que l'IA a beaucoup plus de facilité à gérer des tables, en tout cas à générer des tables que des composants. Parfois les composants, il faut s'y prendre à plusieurs fois. On va supprimer tout ça. Et ici, on va vouloir afficher les tâches.
Est-ce que je vais pouvoir prendre le composant calendrier? Bah oui. Donc le composant calendrier, bah, tout a été détecté. Excellent. Hein, donc je vous rappelle que le composant calendrier, c'est aussi un composant de liste. Donc on peut aussi afficher le détail. Ici, détail d'une tâche. Là, on va le passer en paysage petit. Vous voyez. Voilà. Et là, ce que je vais vouloir faire, on peut combiner deux possibilités. C'est créer un composant liste de tâches à partir d'une table avec les colonnes nom, date, heure, terminé. Est-ce que j'avais noté des choses ou pas? Oui, image. Terminé. Là, il me semble que j'ai dû lui dire au vrai terminé si je crois une valeur ou un truc comme ça. Voilà, parce qu'une case à cocher, c'est true ou false dans la base de données. Alors, on va tester. J'ai testé hier soir et on a eu des bons résultats. Voilà, donc c'est un peu plus long. Ok. Donc on a un nouveau composant, liste de tâches, à partir de la table tâches. Ok, alors. Non. Ah, c'est un peu dommage, vous voyez. On va essayer de voir pourquoi c'est pas automatique. Heure, image, terminé. Bah, c'est pas si mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on se met en responsive. Alors, quand j'ai essayé hier, je lui avais demandé explicitement de mettre le statut ici terminé sous forme de pilule comme ça. Et en fait, elle ne l'a pas fait. Alors que là, elle a fait ceci dit, terminé. Ouais, c'est marrant. Donc, en fait, elle interprète fonctionnellement le booléen. Donc on a le deuxième et quatrième qui sont terminés. Ouais, c'est ça. Donc si je coche la dernière, par exemple, je reviens, elle est terminée. Donc en fait, ça va plus loin que ce que j'ai vu hier. Donc il y a une interprétation fonctionnelle de la valeur pour l'afficher sous forme de pilule, comme ça, terminé ou en cours. Ouais, c'est sympa, ça fonctionne bien. Hein. Ouais, je vais le garder parce qu'il est bien. Créer un composant tâche à partir d'une table avec les colonnes. J'aurais dû garder le date, heure, image, terminé, vrai, si, ou, si valeur. Bon, j'ai dit tout à l'heure, si la valeur vaut true, et barre le nom de la tâche si terminé.
Allez, on teste. Depuis 12h56. Allez. Donc en fait, dans les prochaines étapes de l'intégration d'IA, ça va être la génération d'écrans, de plusieurs écrans à la fois. On va directement aller sur génération d'un jeu d'écran. Et donc on va créer un écran ici. Donc ça devrait arriver bientôt. Du coup, c'est liste des tâches. Alors c'est lequel? Liste des tâches, c'était l'existant. Celui-là, c'est le nouveau. Tac. C'est dommage parce que le nom correspond presque. Hein. Image, terminé. Voilà. Respecter les consignes. Voilà. Donc en mode mobile, c'est un peu serré. On peut peut-être l'aider. Je me dis qu'on va peut-être l'aider. C'est un peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup de place là. Hein. C'est un peu dommage. Non, je ne vais pas pouvoir l'aider en fait, enfin, à part retirer un champ, vous voyez ici. Et encore, hein, la date. Donc là, je ne peux pas trop l'aider. Voilà, à moins d'ajouter la date avec le nom. Voilà, donc je pense qu'il aurait fallu être un peu plus précis dans le descriptif pour le coup. C'est un peu moins bien que ce que j'ai vu hier en termes d'organisation des données. Là, on est. C'est plutôt ici, colonne, date. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est un peu moins bien, mais ouais, non, ça ne fonctionne pas. On va pas pouvoir. On revient sur colonne. Non. Ah, écoutez, déjà pas mal. On pourrait afficher le contenu dans un détail. Bah, écoutez, c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo qui sera postée sur YouTube normalement cet après-midi. Et puis, moi, je vous invite à nous rejoindre sur le Slack de Zilio via ce lien, ou vous pouvez le faire également depuis zilio.fr. Vous allez tout en bas et vous avez le rejoindre le Slack ici. Vous êtes les bienvenus également sur le canal Zilio de No Code France. On vous attend. Et puis, écoutez, moi je vous dis à bientôt. On va revenir sur le stream. Je vérifie s'il y a des questions. Il n'y en a pas. Écoutez, moi je vais vous souhaiter un bon après-midi, un bon week-end. Et puis, à bientôt pour un nouveau stream vendredi prochain. Bye bye.